Cette seule équation a engendré 4 industries de plusieurs milliards de dollars et a transformé l'approche de tous envers le risque. Pensez-vous que la plupart des gens sont conscients de la taille, de l'échelle, de l'utilité des dérivés? Non, aucune idée. Mais au fond, cette équation provient de la physique, de la découverte des atomes, de la compréhension du transfert de chaleur et de comment battre le casino au blackjack. Il n'est donc pas surprenant que certains des meilleurs pour battre le marché boursier n'étaient pas des traders chevronnés, mais des physiciens, scientifiques et mathématiciens. En 1988, un professeur de mathématiques nommé Jim Simons a créé le Medallion Investment Fund. Pendant les 30 années suivantes, le Medallion Fund a constamment surperformé le marché. Et pas seulement un peu. Il a rapporté 66% par an. Avec ce taux de croissance, 100 $ investis en 1988 vaudraient aujourd'hui 8,4 milliards de dollars. Cela a fait de Jim Simons le mathématicien le plus riche de tous les temps. Mais être bon en mathématiques ne garantit pas le succès sur les marchés financiers. Demandez simplement à Isaac Newton. En 1720, Newton avait 77 ans et il était riche. Il avait amassé une fortune en enseignant pendant des décennies à Cambridge et en travaillant en parallèle à la monnaie royale. Sa valeur nette était de 30 000 livres, l'équivalent de 6 millions de dollars aujourd'hui. Pour accroître sa fortune, Newton a investi en actions. Il a fortement investi dans la Compagnie des mers du Sud. Leur activité consistait à transporter des Africains asservis à travers l'Atlantique. L'activité était en plein essor et le prix de l'action augmentait rapidement. En avril 1720, la valeur des actions de Newton avait doublé, il a donc vendu ses actions. Mais le prix de l'action a continué à augmenter. En juin, Newton a racheté des actions, continuant même lorsque le prix a atteint son sommet. Lorsque le prix a chuté, Newton n'a pas vendu. Il a acheté plus d'actions, croyant profiter d'un creux du marché. Mais il n'y a pas eu de rebond, et finalement il a perdu environ un tiers de sa richesse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas vu venir, Newton a répondu « Je peux calculer les mouvements des corps célestes, mais pas la folie des gens. » Alors, qu'est-ce que Simons a bien fait que Newton a mal fait? Eh bien, pour une chose, Simons a pu se tenir sur les épaules des géants. Le pionnier de l'utilisation des mathématiques pour modéliser les marchés financiers était Louis Bachelier, né en 1870. Orphelin à 18 ans, il a dû reprendre l'entreprise vinicole paternelle. Il a vendu l'entreprise puis a déménagé à Paris pour étudier la physique. Mais il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et a trouvé un emploi à la Bourse de Paris. À l'intérieur se trouvait la folie pure des gens de Newton. Des centaines de traders criant les prix, gesticulant et concluant des affaires. Ce qui a captivé l'intérêt de Bachelier étaient les contrats connus sous le nom d'options. Les premières options connues ont été achetées vers 600 avant Jésus-Christ par le philosophe grec Thalès de Milet. Il prévoyait une récolte d'olives exceptionnelle pour l'été à venir. Pour gagner de l'argent avec cette idée, il aurait pu acheter des presses à olives qui seraient très demandées s'il avait raison. Mais il manquait d'argent pour acheter les machines. Alors, à la place, il est allé voir tous les propriétaires de presses à olives existantes et leur a payé un peu d'argent pour sécuriser l'option de louer leurs presses en été à un prix spécifié. Thalès avait raison lors de la récolte. L'abondance d'olives a fait bondir le prix de location des presses. Thalès a payé aux propriétaires de presse le prix convenu, puis a loué les machines à un tarif plus élevé empochant la différence. Thalès avait exécuté la première option d'achat connue. Une option d'achat vous donne le droit, sans obligation, d'acheter à une date ultérieure à un prix fixé, appelé prix d'exercice. Il est également possible d'acheter une option de vente qui offre le droit, mais pas l'obligation, de vendre un actif à une date future au prix d'exercice. Les options de vente sont pratiques si vous anticipez une baisse du prix. Les options d'achat sont utiles si vous prévoyez une hausse du prix. Par exemple, disons que le prix actuel de l'action Apple est de 100 $, mais que vous vous attendez à ce qu'il augmente. Vous pourriez acheter une option d'achat pour 10 $ qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter des actions Apple dans un an pour 100 $. C'est le prix d'exercice. À noter, les options américaines sont exerçables à tout moment jusqu'à expiration, contrairement aux options européennes exerçables uniquement à échéance. Nous nous limiterons aux options européennes pour simplifier.
Donc, si dans un an le prix de l'action Apple a augmenté à 130 $, vous pouvez utiliser l'option pour acheter des actions pour 100 $ et ensuite les vendre immédiatement pour 130 $. Après déduction des 10 $ payés pour l'option, vous avez réalisé un bénéfice de 20 $. Alternativement, si dans un an le prix de l'action chute à 70 $, vous n'utiliseriez pas l'option, perdant les 10 $ payés pour celle-ci. Donc, le diagramme de profit et de perte ressemble à ceci. Si le prix de l'action termine en deçà du prix d'exercice, vous perdez le montant payé pour l'option. Mais si le prix de l'action est supérieur au prix d'exercice, alors vous gagnez cette différence moins le coût de l'option. Il y a au moins 3 avantages des options. L'un est qu'il limite votre baisse. Si vous aviez acheté l'action au lieu de l'option et qu'elle était tombée à 70 $, vous auriez perdu 30 $, avec un risque théorique de perdre 100 $ si elle était tombée à zéro. Le deuxième avantage est que les options offrent un effet de levier. Si vous aviez acheté l'action qui est montée à 130 $, votre investissement aurait augmenté de 30%. Mais si vous aviez acheté l'option, vous n'auriez payé que 10 $. Donc, votre bénéfice de 20 $ représente en réalité un retour sur investissement de 200%. L'inconvénient de l'investissement si vous aviez possédé l'action, votre investissement n'aurait baissé que de 30%, tandis qu'avec l'option, vous perdez 100%. Le trading d'options offre la possibilité de gains bien supérieurs, mais comporte également des risques de pertes nettement plus élevés. Le troisième avantage est que les options peuvent servir de couverture. Je pense... Les options ont été initialement créées pour réduire le risque. Et puis, bien sûr, une fois que les gens ont décidé qu'ils voulaient acheter une assurance, cela signifiait qu'il y avait d'autres personnes là-bas qui voulaient la vendre pour réaliser un profit. Et c'est ainsi que les marchés sont créés. Les options peuvent donc être un outil d'investissement très utile. Mais ce que Bachelier a vu sur le parquet de la bourse, c'était le chaos, surtout en ce qui concerne le prix des options sur actions. Même si elles existaient depuis des centaines d'années, personne n'avait trouvé un bon moyen de les évaluer. Les traders marchandaient simplement pour s'accorder sur le prix à fixer. Même la possibilité d'acheter ou de vendre quelque chose à l'avenir semble être un type de commerce très amorphe. Et donc, trouver des prix pour ces objets plutôt étranges a été un défi qui a tourmenté un certain nombre d'économistes et de gens d'affaires pendant des siècles. Bachelier, déjà intrigué par la probabilité, croyait qu'une solution mathématique devait exister pour ce problème. Et il a proposé cela comme sujet de thèse à son conseiller Henri Poincaré. À l'époque, peu de gens s'intéressaient aux mathématiques financières. Mais à la surprise de Bachelier, Poincaré a accepté. Pour évaluer correctement une option, vous devez d'abord savoir ce qui arrive au prix des actions au fil du temps. Le prix d'une action est essentiellement fixé par un tir à la corde entre acheteurs et vendeurs. Lorsque la demande pour une action augmente, son prix monte. Quand plus de personnes veulent vendre une action, le prix baisse. Cependant, de nombreux facteurs comme la météo, la politique, la concurrence ou l'innovation peuvent influencer le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Donc, Bachelier a réalisé qu'il est pratiquement impossible de prédire tous ces facteurs avec précision. Donc, le mieux que vous pouvez faire est de supposer qu'à tout moment, le prix de l'action est tout aussi susceptible de monter que de descendre. Et donc, sur le long terme, les prix des actions suivent une marche aléatoire, montant et descendant, comme si leur prochain mouvement était déterminé par le lancer d'une pièce. Le caractère aléatoire est un attribut, un marché efficace. Par efficace, les économistes entendent généralement que vous ne pouvez pas gagner d'argent en faisant du commerce. L'idée que vous ne devriez pas être en mesure d'acheter un actif et de le vendre immédiatement pour réaliser un profit est connue sous le nom d'hypothèse de marché efficace. Plus les gens essaient de gagner de l'argent en prédisant le marché boursier et en effectuant des transactions sur ces prédictions, moins ces prix sont prévisibles. Si vous et moi pouvions prédire le marché boursier demain, alors nous le ferions. Nous allons trader dès aujourd'hui sur des actions dont nous prévoyons une hausse demain. Eh bien, si nous faisions cela, alors, au lieu d'augmenter demain, ils augmenteraient maintenant, alors que nous achetons de plus en plus d'actions. Ainsi, le simple fait de prédire affecte réellement la qualité des résultats futurs. Et donc, dans un marché totalement efficace, les prix de demain ne peuvent absolument pas avoir de pouvoir prédictif. Si c'était vrai, nous en aurions profité aujourd'hui. Ceci est un tableau de Galton. Il a des rangées de chevilles disposées en triangle et environ 6000 petites billes que je peux verser à travers les chevilles. Chaque fois qu'une bille heurte une cheville, il y a une chance sur 2 qu'elle parte à gauche ou à droite.
Ainsi, chaque bille suit un parcours aléatoire lorsqu'elle passe à travers ses chevilles. Il est donc impossible de prédire la trajectoire d'une seule bille. Mais si je retourne cela, ce que vous pouvez voir, c'est que toutes les billes ensemble créent toujours un motif prévisible. C'est-à-dire qu'un ensemble de marches aléatoires crée une distribution normale. Elle est centrée autour du milieu car le nombre de chemins que la bille pourrait prendre pour arriver ici est le plus grand. Et plus vous vous éloignez, moins il y a de chemins qu'une bille pourrait prendre pour y arriver. Comme si vous voulez finir ici, eh bien la bille devrait aller à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, tout le chemin vers le bas. Il n'y a donc qu'un seul moyen d'arriver ici, mais pour arriver au milieu, il y a des milliers de chemins qu'une bille pourrait prendre. Bachelier pensait que le prix d'une action évoluait comme une bille dans un tableau de Galton. Chaque couche de cheville symbolise une étape temporelle. Donc après peu de temps, le cours de l'action ne varierait que légèrement. Mais après plus de temps, une plus grande gamme de prix est possible. Selon Bachelier, le prix futur attendu d'une action est décrit par une distribution normale centrée sur le prix actuel qui se répand avec le temps. Bachelier a réalisé qu'il avait redécouvert l'équation exacte qui décrit comment la chaleur se propage des régions de haute température vers les régions de basse température. Cela a été découvert pour la première fois par Joseph Fourier en 1822, alors Bachelier a appelé sa découverte la radiation des probabilités. Comme il écrivait sur la finance, la communauté physique n'a pas pris en compte. Mais les mathématiques de la marche aléatoire allaient résoudre un mystère presque centenaire en physique. En 1827, le botaniste écossais Robert Brown observait des grains de pollen sous le microscope et il a remarqué que les particules en suspension dans l'eau sur la lame du microscope se déplaçaient de manière aléatoire. Comme il ne savait pas si cela avait quelque chose à voir avec le fait que le pollen était un matériau vivant, il a testé des particules non organiques, comme la poussière de lave et de roches de météorites. Une fois de plus, il les a vues bouger de façon identique. Donc Brown a découvert que toutes les particules, si elles étaient assez petites, présentaient ce mouvement aléatoire, qui est devenu connu sous le nom de mouvement brownien. Mais ce qui l'a causé est resté un mystère. 80 ans plus tard, en 1905, Einstein a compris la réponse. Durant les 2 siècles précédents, la théorie moléculaire des gaz et des liquides a gagné en popularité. Mais tout le monde n'était pas convaincu que les molécules étaient réelles au sens physique, juste que la théorie expliquait beaucoup d'observations. Cette idée a conduit Einstein à émettre l'hypothèse que le mouvement brownien est causé par les trillions de molécules qui frappent la particule de toutes les directions à chaque instant. Parfois, plus de molécules frapperont d'un côté que de l'autre et la particule fera momentanément un saut. Pour dériver les mathématiques, Einstein a supposé qu'en tant qu'observateur, nous ne pouvons ni voir ni prédire ces collisions avec certitude. Donc, à tout moment, nous devons supposer que la particule est tout aussi susceptible de se déplacer dans une direction que dans une autre. Ainsi, tout comme les prix des actions, les particules microscopiques se déplacent comme une balle tombant sur un tableau de Galton. L'emplacement attendu d'une particule est décrit par une distribution normale qui s'élargit avec le temps. Ainsi, même dans une eau parfaitement calme, les particules microscopiques se dispersent. C'est la diffusion. En résolvant le mystère du mouvement brownien, Einstein prouva définitivement l'existence des atomes et des molécules. Bien sûr, il n'avait aucune idée que Bachelier avait découvert la marche aléatoire 5 ans plus tôt. Au moment où Bachelier a terminé son doctorat, il avait finalement trouvé une manière mathématique de fixer le prix d'une option. Avec une option d'achat, si le prix futur de l'action est inférieur au prix d'exercice, vous perdez la prime payée pour l'option. Mais si le prix de l'action dépasse le prix d'exercice, vous encaissez la différence et réalisez un bénéfice net si la hausse est supérieure au coût de l'option. Donc la probabilité qu'un acheteur d'options réalise un bénéfice est la probabilité que le prix augmente de plus que le prix payé pour cela, qui est la zone ombrée en vert. La probabilité que le vendeur gagne de l'argent est simplement la probabilité que le prix reste assez bas pour que l'acheteur ne gagne pas plus que ce qu'il a payé. C'est la zone ombrée en rouge. En multipliant le profit ou la perte par la probabilité de chaque résultat, Bachelier a calculé le rendement attendu d'une option. Maintenant, combien devrait-il coûter? Si le prix d'une option est trop élevé, elle ne trouvera pas d'acheteur. Inversement, si le prix est trop bas, tout le monde voudra l'acheter. Bachelier a soutenu que le prix équitable est celui qui rend le rendement attendu pour les acheteurs et les vendeurs égal. Les deux parties devraient avoir autant à gagner qu'à perdre.
C'était l'aperçu de Bachelier sur comment fixer précisément le prix d'une option. Bachelier a inventé la marche aléatoire dans sa thèse, résolvant un problème de trading d'options vieux de plusieurs siècles, avant même Einstein. Mais personne n'a remarqué, les physiciens étaient indifférents et les traders non préparés. La chose clé qui manquait était un moyen de gagner beaucoup d'argent. Dans les années 1950, un jeune diplômé en physique, Ed Thorpe, faisait son doctorat à Los Angeles. Mais à quelques heures de route, Las Vegas devenait rapidement la capitale mondiale du jeu et Thorpe a vu un moyen de faire fortune. Il se dirigea vers Vegas et s'assit à la table de blackjack. À l'époque, le croupier n'utilisait qu'un seul jeu de cartes, permettant à Thorpe de mémoriser les cartes jouées au fil de la partie. Cela lui a permis de déterminer son avantage. Il pariait une plus grande partie de ses fonds lorsque les chances étaient en sa faveur et moins lorsqu'elles ne l'étaient pas. Il avait inventé le comptage de cartes. C'est une innovation remarquable quand on considère que le blackjack existe sous diverses formes depuis des centaines d'années et pendant un certain temps, cela lui a rapporté beaucoup d'argent, mais les casinos ont compris sa stratégie et ils ont ajouté plus de jeux de cartes au jeu pour réduire l'avantage du comptage de cartes. Alors Thorpe a emmené ses gains à ce qu'il appelait le plus grand casino sur Terre, le marché boursier. Il a créé un fonds alternatif qui allait réaliser un rendement de 20% chaque année pendant 20 ans, la meilleure performance jamais vue à cette époque, et il l'a fait en transférant les compétences qu'il avait affinées à la table de blackjack au marché boursier. Thorpe a été le pionnier d'un type de couverture, une façon de se protéger contre les pertes avec des transactions équilibrantes ou compensatoires. Thorpe l'a fait mathématiquement, il a regardé les chances de gagner et de perdre et a décidé que dans certaines conditions, vous pouvez réellement incliner les cotes en votre faveur en utilisant certains modèles pour pouvoir faire des paris. Bob vend à Alice une option d'achat sur une action. Supposons que l'action ait augmenté et soit désormais rentable pour Alice. Désormais, pour chaque dollar de hausse du prix de l'action, Bob perdra $1. Mais il peut éliminer ce risque en possédant une unité d'action. Alors, si le prix augmente, il perdrait $1 de l'option, mais récupérerait ce dollar de l'action. Et si l'action retombe en dehors de l'argent pour Alice, il vend l'action afin de ne pas risquer de perdre d'argent non plus. Ceci est appelé la couverture dynamique. Cela signifie que Bob peut réaliser un profit avec un risque minimal lié aux fluctuations boursières. Un portefeuille couvert à tout moment compensera l'option V avec une certaine quantité delta d'actions. En résumé, je peux vous vendre un produit sans avoir à prendre le côté opposé de l'échange. Et la façon de le voir, c'est que j'ai synthétiquement fabriqué une option pour vous. Je l'ai créée à partir de rien en faisant du trading dynamique, une couverture dynamique. Comme vu avec l'exemple de Bob, le delta, soit la quantité d'actions qu'il doit détenir, varie selon les prix actuels. Mathématiquement, cela représente la variation du prix de l'option actuelle en fonction du changement de prix de l'action. Mais Thorpe n'était pas satisfait du modèle de Bachelier pour la tarification des options. D'une part, les cours boursiers ne sont pas totalement aléatoires. Ils peuvent augmenter avec le temps si l'entreprise se porte bien ou baisser si ce n'est pas le cas. Le modèle de Bachelier a ignoré cela, donc Thorpe a proposé un modèle plus précis pour la tarification des options qui a pris en compte cette dérive. En fait, j'ai compris ce qu'était ce modèle au milieu de 1967 et j'ai décidé que je l'utiliserais simplement pour moi-même. Et puis plus tard, je l'ai gardé secret pour mes propres investisseurs. L'idée était principalement de générer d'importants profits pour tous. Sa stratégie était d'acheter l'option si elle était bon marché selon son modèle. Si elle est surévaluée, vendre à découvert, c'est-à-dire parier contre elle. Ainsi, la plupart du temps, il sortirait gagnant de l'échange. Cela a duré jusqu'en 1973. Cette année-là, Fisher Black et Myron Scholes ont proposé une équation qui a changé l'industrie. Robert Merton a également publié sa version basée sur le calcul stochastique. Il est donc aussi crédité. Je pensais que j'aurais le champ libre, mais malheureusement, Fisher Black et Myron Scholes ont publié l'idée et ils ont fait un meilleur travail sur le modèle que moi parce qu'ils avaient des mathématiques très rigoureuses derrière leur dérivation. Comme Bachelier, il croyait que les prix des options devaient être équitables pour acheteurs et vendeurs. Mais leur approche était inédite. Ils ont dit que s'il était possible de construire un portefeuille sans risque d'options et d'actions, tout comme Thorpe le faisait avec sa couverture delta,
Alors, dans un marché efficace, un marché équitable, ce portefeuille ne devrait rapporter rien de plus que le taux sans risque, ce que le même argent rapporterait s'il était investi dans l'actif le plus sûr, les obligations du Trésor américain. L'hypothèse était que sans prise de risque supplémentaire, il est impossible d'obtenir des rendements supplémentaires. Pour décrire comment les prix des actions évoluent dans le temps, Black-Scholes et Merton ont utilisé une version améliorée du modèle de Bachelier, tout comme Thorpe. Cela signifie qu'à tout moment, nous nous attendons à ce que le prix de l'action bouge de manière aléatoire, plus une tendance générale à la hausse ou à la baisse, le drift. En combinant ces deux équations, Black-Scholes et Merton ont abouti à l'équation la plus célèbre en finance. Elle connecte le prix de tout type de contrat à n'importe quel actif, que ce soit des actions, des obligations ou autres. L'année de la publication de cette équation, le Chicago Board Options Exchange a été fondé. Pourquoi cette équation est-elle si importante? Comment la finance a-t-elle été transformée? Eh bien, parce que lorsque vous résolvez cette équation différentielle partielle, vous obtenez une formule explicite du prix de l'option en fonction d'un tas de ses paramètres d'entrée. Et pour la toute première fois, vous avez maintenant une expression explicite où vous insérez les paramètres et un nombre en ressort pour que les gens puissent réellement l'utiliser pour faire du commerce. Cela a conduit à l'une des adoptions les plus rapides par l'industrie d'une idée académique dans toutes les sciences sociales. En seulement quelques années, la formule de Black-Scholes a été adoptée comme référence pour Wall Street pour le trading d'options. Le marché des options négociées en bourse a explosé et c'est maintenant une industrie de plusieurs billions de dollars. Le volume de ce marché double environ tous les 5 ans. C'est donc l'équivalent financier de la loi de Moore. Il existe d'autres secteurs qui ont connu une croissance tout aussi rapide, comme le marché des swaps de défaut de crédit, le marché des dérivés de gré à gré, le marché de la dette titrisée. Tous ces secteurs sont des industries de plusieurs billions de dollars qui, sous une forme ou une autre, utilisent l'idée de l'option Black-Scholes-Merton. Cela a ouvert une toute nouvelle façon de se protéger contre n'importe quoi et pas seulement pour les fonds alternatifs. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, gouvernements et investisseurs individuels utilisent des options pour se protéger contre leurs risques spécifiques. Supposons que vous dirigez une compagnie aérienne et que vous craignez qu'une augmentation des prix du pétrole n'entame vos bénéfices. En utilisant l'équation de Black-Scholes-Merton, il est possible de couvrir ce risque de façon précise et efficace. Vous fixez le prix d'une option d'achat qui suit le prix du pétrole, et cette option sera rentable si le prix du pétrole augmente, ce qui vous aidera à compenser le coût plus élevé du carburant que vous devez payer. Black-Scholes-Merton peut aider à réduire le risque, mais aussi fournir un effet de levier. Une bataille en cours entre les day traders haussiers et les vendeurs à découvert de fonds spéculatifs qui ont parié contre l'action, les actions de GameStop, ont maintenant augmenté de quelque 700%. Eh bien, GameStop est un exemple vraiment intéressant pour toutes sortes de raisons, mais les options ont joué un rôle important dans cet exemple parce qu'un petit groupe d'utilisateurs sur ce sous-canal Reddit Wall Street Bets a décidé que les gestionnaires de fonds spéculatifs qui vendèrent l'action à découvert et pariaient que l'entreprise ferait faillite devaient être punis. Et donc, ils ont acheté des actions de GameStop pour essayer de faire monter le prix. Il s'avère que l'achat de l'action n'était pas suffisant car, avec $1 en espèces, vous pouvez acheter pour $1 d'action, mais avec $1 en espèces, vous pouvez acheter des options qui affectent bien plus qu'$1 d'action, peut-être dans certains cas 10 ou $20 d'action pour $1 d'option. Il y a donc un effet de levier naturel intégré dans ces titres et donc la combinaison de l'achat à la fois de l'action et des options a fait monter les prix très rapidement et cela a fait perdre beaucoup d'argent rapidement à ces gestionnaires de fonds spéculatifs. Quelle est la taille de ce marché des dérivés? Quelle est l'ampleur de ce domaine qui découle de Black-Scholes-Merton? Il existe des estimations de la taille des marchés dérivés et d'abord, soyons clairs sur ce qu'est un dérivé. Un dérivé est un titre financier dont la valeur découle d'un autre titre financier. Une option est donc un type de dérivé. En général, la taille des marchés dérivés à l'échelle mondiale est de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de dollars. Comment cela se compare-t-il à la taille des titres sous-jacents sur lesquels ils sont basés? C'est un multiple des titres sous-jacents. Je dois juste interrompre parce que cela semble assez fou que vous ayez plus d'argent en jeu sur les choses qui sont basées sur la chose que la chose elle-même.
c'est exact. Alors dites-moi comment cela a du sens. Parce que ce que les options vous permettent de faire, c'est de prendre la chose sous-jacente et de la transformer en 5, 10, 20, 50 choses. Donc, ces morceaux de papier que nous appelons options et dérivés, ils nous permettent essentiellement de créer de nombreuses versions différentes de l'actif sous-jacent, des versions que les individus trouvent plus acceptables en raison de leurs propres préférences de risque-récompense. Cela rend-il les marchés et l'économie mondiale plus stables ou moins stables ou sans effet? Les trois. Il s'avère donc qu'en temps normal, ces marchés sont une source très importante de liquidité et donc de stabilité. Les périodes anormales, c'est-à-dire lorsqu'il y a des périodes de stress sur le marché, toutes ces valeurs peuvent aller dans une direction généralement à la baisse. Et quand ils baissent tous ensemble, cela crée un véritable crash boursier. Donc, dans ces circonstances, les marchés dérivés peuvent exacerber ce genre de déséquilibre du marché. En 1997, Merton et Schultz ont reçu le prix Nobel d'économie. Black a été reconnu pour ses contributions, mais il était malheureusement décédé 2 ans auparavant. Nous allons bien gagner en options, mais Black et Scholz ont tout révélé. Quel est le secret? La formule de tarification des options étant maintenant publique, les fonds alternatifs devront trouver de nouvelles façons d'exploiter les inefficacités du marché. Entrée Jim Simons. Avant que Simon n'ait eu une quelconque exposition au marché boursier, il était mathématicien. Son travail sur la géométrie de Riemann a été crucial dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique, dont la théorie des nœuds, la théorie quantique des champs et l'informatique quantique. La théorie de Chern-Simons a établi les bases mathématiques de la théorie des cordes. En 1976, la Société américaine de mathématiques lui a décerné le prix Oswald Veblen en géométrie. Mais au sommet de sa carrière académique, Simons est parti à la recherche d'un nouveau défi. Quand il a fondé Renaissance Technology en 1978, sa stratégie était d'utiliser l'apprentissage automatique pour détecter des schémas sur le marché boursier. Les motifs offrent des opportunités de gains financiers. Le vrai défi était de rassembler une énorme quantité de données, et nous devions les obtenir manuellement à l'époque. Nous avons copié l'historique des taux d'intérêt à la Réserve fédérale, car ils n'étaient pas disponibles sur ordinateur. Sa logique était que le marché est trop complexe pour que quiconque puisse faire des prédictions certaines. Mais Simons avait travaillé pour les États-Unis, Institut pour l'analyse de la défense pendant la guerre froide, en brisant les codes russes, en extrayant des motifs de masse de données. Simons était convaincu qu'une approche similaire pourrait battre le marché. Il a ensuite utilisé ses contacts académiques pour embaucher les meilleurs scientifiques qu'il a pu trouver. Quels étaient vos critères d'emploi à ce moment-là? S'ils ne savaient rien de la finance, qu'est-ce que vous cherchiez chez eux? Quelqu'un avec un doctorat en physique qui avait pris 5 ans de congé, qui avait écrit quelques bons articles et qui était manifestement intelligent, ou en astronomie, ou en mathématiques, ou en statistique. Quelqu'un qui avait fait de la science et l'avait bien faite. Il n'est pas surprenant que les mathématiciens et les physiciens soient impliqués dans ce domaine. Tout d'abord, la finance paie beaucoup mieux que d'être professeur assistant de mathématiques. Et pour un certain nombre de mathématiciens, la beauté de la tarification des options est tout aussi convaincante que tout ce qu'ils font dans leur profession. L'un d'eux était Leonard Bohm, un pionnier des modèles de Markov cachés. Tout comme Einstein a réalisé que malgré l'impossibilité d'observer directement les atomes, nous pouvons déduire leur existence grâce à leur effet sur les grains de pollen, les modèles de Markov cachés visent à trouver des facteurs non directement observables, mais qui influencent ce que nous pouvons observer. Peu après, Renaissance a lancé son célèbre Medallion Fund. En utilisant des modèles de Markov cachés et d'autres stratégies basées sur les données, le Medallion Fund est devenu le fonds d'investissement le plus rentable de tous les temps. Cela a conduit Bradford Cornell de l'Université de Californie à Los Angeles dans son article Medallion Fund, The Ultimate Counter-Example, à conclure que peut-être l'hypothèse du marché efficient elle-même est erronée. En 1988, j'ai publié un article le testant pour les États-Unis. Marché boursier. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'hypothèse est fausse. Vous pouvez en fait rejeter l'hypothèse dans les données. Et donc, il y a des prévisibilités sur le marché boursier. Donc, il est possible de battre le marché, c'est ce que vous dites, Bert?
Il est possible de battre le marché si vous avez les bons modèles, la bonne formation, les ressources, la puissance de calcul et ainsi de suite. Oui. Les personnes qui ont trouvé les modèles dans le marché boursier et le hasard pour cette question ont souvent été des physiciens et des mathématiciens. Mais leur impact a dépassé le simple fait de les rendre riches. En modélisant la dynamique du marché, ils ont apporté un nouvel éclairage sur le risque et ont ouvert de tout nouveaux marchés. Ils ont déterminé quel devrait être le prix exact des dérivés. Et ce faisant, ils ont aidé à éliminer les inefficacités du marché. Ironiquement, si nous parvenons un jour à découvrir tous les schémas du marché boursier, le fait de savoir ce qu'ils sont nous permettra de les éliminer. Et alors, nous aurons enfin un marché parfaitement efficace où tous les mouvements de prix sont vraiment aléatoires.